2 chiffres suffisent à fissurer un récit que l'on croyait immuable dans un état longtemps décrit comme fragilisé par l'insécurité chronique. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats inverse la logique punitive et redessine la souveraineté par des leviers strictement internes. Que signifie ce basculement pour les citoyens, les villages et la région, et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'axe discret de cette recomposition collective ? Une souveraineté nouvelle affleure déjà avec des conséquences immédiates encore mal mesurées pour l'équilibre sécuritaire et social du Burkina Faso. La promesse de cette analyse est volontairement sobre. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible à l'échelle nationale, voire régionale. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre si l'on observe une rupture durable ou un succès circonstanciel, né d'une conjoncture exceptionnelle et voué à s'éroder. Il ne s'agit ni d'exalter une prouesse administrative, ni de condamner a priori une réforme atypique, mais d'examiner comment une décision brève, presque austère dans sa forme, a déplacé des équilibres que l'on croyait figés depuis des années. Ce déplacement engage 3 registres à la fois. La justice, désormais évaluée par des résultats mesurables, la sécurité, repensée comme une production interne plutôt qu'un apport extérieur, et la société, confrontée à une redéfinition du lien entre sanction et utilité collective. Le risque est double. Si l'expérience échoue, elle fragilise la confiance institutionnelle déjà précaire. Si elle tient, elle ouvre une brèche conceptuelle majeure dans la manière d'envisager la souveraineté au Sahel. L'enjeu dépasse donc l'événement. Il touche à la capacité d'un État sous pression à générer ses propres leviers d'ordre. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire autrement la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à repositionner l'initiative portée par Ibrahim Traoré dans une séquence beaucoup plus large. Ce renversement ne surgit pas dans le vide. Pendant des années, le Sahel a été décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Interventions extérieures successives, promesses de stabilisation répétées, puis retrait progressif, laissant derrière eux des territoires fragmentés. Dans cette configuration, les villages se vidaient, les routes devenaient impraticables et l'économie locale s'asphyxiait lentement. La peur s'installait comme une routine, transformant la mobilité quotidienne en prise de risque permanente. La singularité du moment actuel tient à une rupture de méthode. La sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne structuré par des décisions courtes et opérationnelles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle qui privilégie la vitesse d'exécution à la sophistication doctrinale. La réforme pénitentiaire s'insère dans cette chaîne de choix non comme un correctif isolé, mais comme un maillon fonctionnel. Ce qui retient l'attention n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le basculement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli parvient-il à produire un tel retournement sans soutien massif visible ? À ce stade, le chiffre de 92% n'est pas un aboutissement. Il agit comme un signal. Il indique qu'un déplacement s'opère dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté. La question ouverte au départ trouve ici un premier ancrage concret, sans pour autant clore le débat sur la durabilité du mécanisme. Les premiers effets observables de la réforme apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui servent de capteurs sociaux plus fiables que les communiqués officiels. À Koudougou, un agriculteur voit une unité mixte patrouiller à l'entrée du village. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions ou à des altercations locales. La reconnaissance ne provoque ni hostilité ni ferveur. Elle installe une attente silencieuse, prudente, presque méthodique. À Ouagadougou, dans un quartier populaire,
Une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté par le passé. Elle ne parle ni de rédemption, ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. L'expression circule sans slogan, comme une manière spontanée de nommer ce qui se joue, une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces micro-scènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles permettent de mesurer un déplacement précoce dans la perception collective. La discipline observée, la constance des routines et la lisibilité des consignes modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte immédiate pour devenir un indicateur de responsabilité assumée. Cet ajustement produit un effet mesurable avant même l'apparition de statistiques consolidées. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle, les déplacements reprennent sur des axes longtemps évités. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule sans déclaration officielle. La transformation institutionnelle gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu se mesure à son engagement présent. Le basculement devient lisible au quotidien. Avant la réforme, la logique dominante était celle de l'enlisement. Les attaques se multipliaient, les zones rurales se vidaient progressivement et l'appareil sécuritaire fonctionnait en réaction permanente plutôt qu'en présence continue. Les prisons, saturées, concentraient une population perçue comme improductive, tandis que les territoires perdaient à la fois des forces vives et toute lisibilité opérationnelle. L'État administrait la crise plus qu'il ne la transformait. Le point de bascule intervient avec une décision administrative d'une brièveté déconcertante. Un décret de 12 lignes, signé par Ibrahim Traoré, ordonne une réaffectation immédiate d'une partie de la population carcérale vers un service militaire contraint, structuré et mesurable. Il ne s'agit ni d'amnistie, ni de grâce collective. La peine n'est pas effacée, elle est redirigée. Cette précision juridique constitue le premier verrou du dispositif. Aucune zone grise entre sanctions et services. L'activation est volontairement rapide. Dans plusieurs centres pénitentiaires, les listes sont établies, les catégories filtrées et 15 600 noms émergent d'un système longtemps figé. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme. Ils sont absorbés dans une nouvelle chaîne de commandement. La vitesse devient un message implicite. L'État n'entend pas négocier la transition, mais l'imposer comme un fait accompli. Quelques jours plus tard, la phase de formation débute dans des centres improvisés mais strictement encadrés. Les routines sont simples, répétitives, sans emphase idéologique. Ça part en course à l'aube, entraînement tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de produire une élite, mais d'imposer une rupture mentale nette entre l'ancien statut et la fonction nouvelle. Les conseillers de Ibrahim Traoré évoquent en interne une logique de discipline cumulative. Chaque geste répété remplace progressivement l'improvisation par l'automatisme. La montée en puissance est progressive mais continue. Les unités formées ne sont pas projetées massivement sur un front unique, elles sont déployées par segments sur des axes secondaires, des zones de transit et des villages longtemps abandonnés. Ce choix tactique limite les risques de rupture et maximise un effet inattendu. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches et les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage opérationnel. Les premiers retours convergent rapidement. Les patrouilles anticipent davantage, les embuscades deviennent plus rares et les routes secondaires redeviennent praticables. La présence armée cesse d'être ponctuelle, elle devient routinière. Cette normalisation modifie le rapport au temps sécuritaire. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une continuité territoriale. Les répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Les marchés reprennent une activité régulière. Les transporteurs rouvrent des axes abandonnés. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, parfois des outils. Ces gestes, discrets mais répétés, ainsi signalent une acceptation sociale progressive du dispositif. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Elle devient une séquence.
Sous la coordination de Ibrahim Traoré, la logique punitive se transforme en levier opérationnel et la vitesse d'exécution se mue en outil de légitimation. Les doutes persistent, les risques demeurent, mais le mouvement est enclenché et son inertie rend tout retour en arrière de plus en plus coûteux. Avant la réforme, les indicateurs suivaient une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente et mesurable. Ce passage d'une dynamique négative à un delta observable constitue le premier test de crédibilité du dispositif associé à Ibrahim Traoré. Le premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37% sur la période observée. Cette baisse ne traduit pas une disparition totale de la menace, mais une réduction tangible de la capacité opérationnelle des groupes adverses. L'explication tient moins à un surcroît d'équipement qu'à un changement de maillage territorial. Les unités mixtes occupent durablement le terrain, connaissent les itinéraires informels et réduisent l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, le nombre d'embuscades passe de 27 à 17 en un trimestre, signal d'un déplacement structurel plutôt que d'une accalmie ponctuelle. Les analystes soulignent que la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées, ce qui limite les angles morts longtemps exploités. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. La production agricole progresse de 21% dans les zones septentrionales stabilisées. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Des champs abandonnés redeviennent accessibles. Les canaux sont réparés et les cycles agricoles retrouvent une certaine régularité. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation et les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Ce redémarrage ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Parmi les détenus intégrés au dispositif, le taux enregistré tombe à 0 sur la période mesurée. Ce chiffre suscite des réserves, car il bouscule les attentes habituelles. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Cette évolution suggère un alignement inédit entre contrainte, responsabilité et utilité sociale. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques sécurise les routes, la reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Cette articulation explique pourquoi les résultats se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale, mais comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. Ce passage du diagnostic au delta observable constitue le cœur de l'argument. Un état sous pression peut encore générer des résultats internes sans s'appuyer exclusivement sur des leviers extérieurs. 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. C'est la première soutient qu'armer d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait demeurer traversée par des loyautés fragiles, une discipline seulement circonstancielle et des tensions internes difficiles à anticiper. Dans cette lecture, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique, d'autant plus que la frontière entre sanctions judiciaires et utilité sécuritaire apparaît brouillée. Le risque éthique est alors central. Convertir une peine en service militaire pourrait affaiblir la légitimité de l'institution judiciaire elle-même. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale.
Transformer une population marginalisée en ressource sécuritaire pourrait établir un précédent ambigu et incitant l'État à gérer la misère comme un réservoir fonctionnel plutôt qu'à en traiter les causes structurelles. Des organisations civiles soulignent un contre-coup potentiel. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait surtout psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison et le coût social de l'échec dépasserait celui de l'inaction initiale. Autrement dit, un succès rapide augmenterait le prix politique d'une rechute. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser, mais à revenir aux faits observables. Aucun cas de désertion n'est signalé. Aucune rupture de commandement majeur n'est documentée. Les indicateurs précédemment évoqués ne prouvent pas une perfection, mais ils contredisent les scénarios les plus pessimistes. La discipline décrite n'apparaît pas comme un miracle, mais comme une routine encadrée, répétée et vérifiable sur le terrain. Le point décisif tient à la posture institutionnelle adoptée. Le dispositif est présenté comme expérimental et évalué, non comme un récit définitif. Cette approche n'annule pas les risques, mais elle modifie la méthode. Les craintes sont formulées, puis confrontés aux données disponibles. À ce stade, les éléments observés n'invalident pas l'inquiétude, mais ils obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire mécaniquement les schémas antérieurs. La question se déplace alors. Si le dispositif tient, quelles dépendances établies commencent à vaciller autour de lui? Le centre de gravité se déplace. Le basculement le plus décisif n'est pas militaire, mais institutionnel. Donc, à mesure que les territoires repris se stabilisent, la souveraineté cesse d'être invoquée comme principe abstrait et devient une infrastructure quotidienne, testée par la continuité des routes, la régularité des patrouilles et la réouverture des services locaux. Ce déplacement change la nature du rapport de force. Il ne s'agit plus de reconquérir, mais de tenir. C'est dans cet interstice que Ibrahim Traoré infléchit la dynamique. Plutôt que d'exploiter les résultats par une escalade verbale, il opte pour un redéploiement calme et méthodique des unités sur les axes secondaires et les zones rurales. L'objectif est simple, rendre la stabilité visible et prévisible. La retenue devient une stratégie, elle réduit l'exposition aux incidents symboliques et protège la confiance fragile qui s'installe dans les villages. Ce choix produit un effet rarement souligné. En l'absence de provocation, les pressions implicites se manifestent autrement. Des signaux discrets apparaissent sans revendication claire, survol aérien non identifié, brouillage ponctuel de fréquences, trajectoires inhabituelles observées dans le nord. Rien n'est confirmé, rien n'est officiellement démenti. Ce silence agit comme un message. Quelque chose se recompose hors des récits habituels, précisément au moment où le terrain redevient lisible. La question centrale se précise alors. Que produit au quotidien cette stabilité retrouvée lorsqu'elle est soumise à des pressions diffuses plutôt qu'à des affrontements frontaux? Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les intérêts, longtemps disjoints, commencent à converger sous une même dynamique opérationnelle. Pour l'État d'abord, la reprise territoriale modifie la nature de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des poches fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 axes commerciaux rouvrent progressivement, permettant le retour de services de base et une circulation administrative plus lisible. Cette continuité réduit les coûts d'urgence, limite les interventions ponctuelles et autorise un redéploiement des ressources vers des fonctions civiles. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un registre discursif pour devenir une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire élargi. Pour les forces de sécurité, l'impact est avant tout opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels, des zones grises et des pratiques locales réduit l'imprévisibilité du terrain. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue opérationnelle moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives et davantage orientées vers la tenue des axes plutôt que la réaction aux crises. Cette normalisation du rythme
transforme la psychologie des troupes. La mission n'est plus vécue comme une succession d'alertes, mais comme une présence continue, mesurable et soutenable dans le temps. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. À ce moment, les transporteurs reprennent des itinéraires longtemps abandonnés. Les artisans et commerçants réinvestissent l'espace public. Dans les zones rurales, la sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation agricole continue, sans interruption brutale. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée lors des travaux communautaires. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection. Cette évolution ne gomme pas les blessures passées, mais elle réduit la peur comme principe organisateur de la vie quotidienne. Pour les acteurs régionaux, enfin, l'effet est stratégique. Des délégations venues du Mali et du Niger observent le dispositif, non par adhésion idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle attire parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline vérifiable. Les anciennes puissances, en revanche, adoptent une posture plus réservée. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier davantage. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres d'interprétation fondés sur la dépendance structurelle. Si le dispositif se maintient, il crée un précédent régional difficile à ignorer. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action. Les forces opèrent avec moins d'attrition. Les communautés réinvestissent l'espace public. Les voisins observent une alternative. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient le principal résultat, plus encore que la performance brute. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles balisent les points de bascule à surveiller. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables, les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale et les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Les gains agricoles observés se stabilisent, sans nouvelle poussée, mais sans recul notable. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré, principalement sur les axes déjà consolidés. L'État consolide des acquis fragiles mais réels, en privilégiant la tenue plutôt que l'expansion. Dans cette configuration, la réforme devient une politique publique ordinaire, évaluée par écarts successifs entre objectifs et résultats. La stabilisation n'est pas spectaculaire, mais elle devient soutenable. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit, produisant une densité sécuritaire plus homogène. Les anciens détenus les plus expérimentés accèdent à des fonctions d'encadrement intermédiaire, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient sous forme d'observations croisées et de formations conjointes. Le Burkina Faso glisse alors du statut d'expérimentation nationale à celui de référence technique régionale. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture frontale, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique, une logistique tenue et l'absence d'incidents symboliques majeurs. Le scénario défavorable ne provient pas nécessairement d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique prolongé suffirait à fragiliser la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les communautés ayant réinvesti l'espace public se replieraient rapidement. Les observateurs prudents suspendraient leur attention active. L'échec ne serait pas total, simple, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser, car la déception pèserait davantage que l'espoir initial. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. La durabilité ne dépendra pas de l'audace initiale, mais de la constance d'exécution
et de la capacité à corriger sans dramatiser. Si la réforme tient, ce sera par sa discipline dans le temps, non par l'intensité de son lancement. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir social. Les images d'entraînement, largement diffusées, ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être réorienté sous contrainte et discipline. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle met en avant l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif et qu'une trajectoire peut être restructurée lorsqu'un cadre lisible est imposé. La réforme agit ainsi comme un récit de réversibilité, sans promesse d'ascension, mais avec une exigence de tenue. Dans les familles concernées, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient tant d'autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des prises de service. Le même visage, autrefois associé à la honte ou à l'inquiétude, apparaît sous un uniforme qui impose une autre forme de reconnaissance. La douleur du passé ne disparaît pas, elle change de statut. Les repas déposés aux casernes ont-ils les vêtements offerts spontanément et les gestes de soutien discret deviennent des marqueurs d'une réintégration observée plutôt que proclamée. La confiance se reconstruit par accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora enfin, la transformation du Burkina Faso agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite localement, évaluée par des indicateurs et ajustée sans emphase idéologique, suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent la fragilité structurelle de l'expérience. Mais un point fait consensus, l'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal, il démontre une capacité d'action concrète. Ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique brute, ni la mise en scène militaire. C'est la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait, mais assumé. La réforme parle moins de sécurité que de responsabilité partagée. Elle invite chacun à s'interroger sur ce qu'une société peut produire lorsqu'elle choisit d'agir dans ses contraintes plutôt que de s'y résigner. À mesure que la réforme gagne en visibilité, Ibrahim Traoré l'a fait évoluer d'un geste initial vers une méthode structurée, conçue pour tenir dans le temps plutôt que pour produire un effet symbolique. La première étape consiste à stabiliser la gouvernance du dispositif. Une double tutelle défense-justice est progressivement appliquée à l'ensemble des centres de formation et des unités concernées. Cette articulation vise à éviter les dérives de commandement, à harmoniser les critères disciplinaires et à maintenir une frontière lisible entre sanctions judiciaires et services opérationnels. La cohérence institutionnelle devient une condition de crédibilité. La deuxième étape porte sur la standardisation des parcours. Les routines d'entraînement, les modules civiques et les évaluations comportementales sont uniformisées. L'objectif n'est pas d'intensifier la contrainte, mais de la rendre prévisible. Chaque recrue traverse le même filtre, indépendamment de son passé. Cette régularité réduit l'arbitraire perçu et facilite l'acceptation sociale du dispositif. La discipline cesse d'être une exception liée au contexte sécuritaire. Elle devient un langage institutionnel partagé. La troisième étape concerne l'intégration territoriale. Donc, les unités issues de la réforme ne sont pas cantonnées à des zones spécifiques. Elles sont progressivement intégrées aux forces régulières sur des missions de tenue, de sécurisation d'axes et de protection d'infrastructures civiles. Cette intégration limite l'effet de stigmatisation et renforce la continuité opérationnelle. Elle permet également une transmission horizontale des savoirs, notamment en matière de connaissance du terrain et de prévention des incidents. La quatrième étape introduit des indicateurs de suivi explicites. Taux de récidive, continuité des marchés, axes sécurisés, infrastructures remises en service. Chaque variable est mesurée, comparée et ajustée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est exposée aux chiffres. Cette exigence transforme l'initiative en système ajustable plutôt qu'en symbole figé. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la réforme est audacieuse, mais si sa méthode peut être maintenue sans relâche.
c'est dans cette capacité à durer que se joue désormais l'essentiel. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, les scènes observées plus tôt dans les villages refont surface, mais à une autre échelle. Les rangs avancent avec une régularité presque austère. Parmi les hommes, certains répètent le salut simple aperçu à Koudougou, celui qui avait suffi à dissiper une crainte ancienne chez un agriculteur. Le geste n'est pas théâtral, il est lisible. Il rappelle que la réforme ne cherche ni l'oubli ni la glorification, mais une tenue nouvelle dans l'espace public. Au milieu du dispositif, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance symbolique. Il marche, observe, ajuste, la posture est cohérente avec la méthode. Rien n'est présenté comme acquis, tout semble soumis à une exigence de continuité. La transformation ne repose pas sur une promesse, mais sur une répétition disciplinée des mêmes gestes, jour après jour. La souveraineté se manifeste ici par l'endurance, non par l'éclat. Dans la foule, les réactions restent mesurées. Pourtant, un déplacement s'opère. La peur recule sans proclamation. La fatalité cesse d'être un horizon évident. L'idée d'un recommencement collectif devient crédible parce qu'elle est visible, mesurée et incarnée. La dignité se prouve dans l'engagement présent. Ce rappel boucle le fil narratif. Ce qui avait commencé comme une décision administrative brève se referme sur une cohérence partagée. La réforme trouve sa portée durable non dans ses chiffres, mais dans sa capacité à rendre l'ordre praticable et transmissible. Ce que révèle cette trajectoire ne se limite pas à une réforme sécuritaire ou pénitentiaire. Elle interroge plus largement la manière dont une société en crise peut redéfinir ses marges de manœuvre sans attendre une solution extérieure clé en main. Le Burkina Faso n'avance pas ici comme un modèle à imposer, ni comme une exception à glorifier. Il expose une possibilité avec ses risques, ses tensions et ses contraintes assumées. L'expérience invite à déplacer le regard, juger une réforme non seulement par ses intentions, mais par ses usages quotidiens. Observer comment la justice, la sécurité et la cohésion sociale peuvent être reliées par des mécanismes mesurables plutôt que par des promesses. C'est se demander aussi ce qui devient possible lorsque des certitudes longtemps installées commencent à vaciller, sans être remplacées par des certitudes nouvelles. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ni de rejeter en bloc. Il consiste à examiner les faits, à confronter les lectures et à interroger les limites sans nier les déplacements réels. La discussion reste ouverte volontairement. Elle ne réclame ni conviction préalable, ni conclusion hâtive. La question demeure alors simple mais exigeante. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle choisit de produire ses propres réponses, avec lucidité, discipline et responsabilité partagée ?